Bonjour et bienvenue à cette conférence consacrée aux droits d'auteur. Alors je commence par me présenter. Je m'appelle Pierre Benazèche, je suis avocat au barreau de Toulouse et je suis également auteur. Alors quel est le programme? On verra dans un premier temps quelles sont les œuvres protégeables, c'est-à-dire à quelles conditions une œuvre est protégée par le droit d'auteur. On verra dans un deuxième temps le contenu du droit d'auteur, c'est-à-dire ce que permet le droit d'auteur. On verra ensuite que le droit d'auteur connaît des exceptions et des limites. Et enfin, nous dirons quelques mots sur la contrefaçon. Alors, avant toute chose, on va définir ce qu'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est l'ensemble des droits dont dispose un créateur sur une œuvre de l'esprit. C'est aussi simple que ça. Alors, le droit d'auteur est apparu relativement récemment. On ne le connaissait pas sous l'Antiquité. Même si déjà, à cette époque, s'accaparer le travail de quelqu'un, le travail intellectuel de quelqu'un, était mal vu. En effet, déjà à cette époque, certains poètes qualifiaient de plagiarus ceux qui usurpaient leurs poèmes. Alors plagiarus, c'est un mot latin qui signifie voleur d'enfants et qui a donné les mots que l'on connaît aujourd'hui, qui sont plagiat et plagiaire. Plagiaire, c'est celui qui commet un plagiat. Donc on ne connaissait pas le droit d'auteur sous l'Antiquité. On ne le connaissait pas non plus au Moyen-Âge. Les auteurs et les artistes au Moyen-Âge étaient assimilés à des artisans. Ils n'avaient donc pas de droit particulier sur leurs œuvres. Après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, vers 1445, les droits de France accordèrent de nombreux privilèges, notamment des monopoles, aux imprimeurs. Mais ils ne reconnurent pas pour autant des droits aux auteurs, sauf exception. Il a fallu attendre la Révolution pour que la France adopte des lois en matière de droits d'auteur en 1791 et 1793, sous l'impulsion de Voltaire et de Beaumarchais. L'idée, c'est que pour favoriser la création intellectuelle, il faut que les auteurs puissent vivre de leurs œuvres. Une bien belle idée. Alors depuis la réglementation du droit d'auteur, elle s'est considérablement étoffée. Les textes fondateurs du droit d'auteur moderne sont la loi du 11 mars 1957, la loi du 3 juillet 1985, et ces deux textes ont servi de base au Code de la propriété intellectuelle qui a été créé en 1992. Aujourd'hui, le droit d'auteur est confronté à de nouveaux défis. Il doit s'adapter à l'importance économique des créations intellectuelles. En effet, le marché des biens culturels s'est industrialisé. On pense notamment aux recettes générées par les œuvres cinématographiques ou encore les œuvres multimédia, c'est-à-dire les jeux vidéo. Le droit d'auteur doit également s'adapter à la révolution numérique et aux nouveaux modes de reproduction et de distribution des œuvres. Aujourd'hui, il est possible de copier une œuvre en un clic et de la diffuser dans le monde entier en quelques secondes. Enfin, le droit d'auteur est confronté aux revendications toujours plus nombreuses et parfois excessives des consommateurs. Je pense notamment à certains écrivains qui sont harcelés par des lecteurs, notamment George R.R. Martin, l'auteur du Trône de Fer, qui a reçu des dizaines et des dizaines de courriers de lecteurs se plaignant qu'il n'écrivait pas assez vite. Dans le même genre, J.K. Rowling a reçu des pétitions de lecteurs mécontents qui se plaignaient en fait que leur personnage préféré était décédé et demandaient tout simplement à l'auteur de réécrire son œuvre. Bref, l'œuvre est désacralisée, elle tend à devenir un bien de consommation comme les autres et échappe à son créateur. Le droit d'auteur est donc critiqué. Je suis le premier à le faire, c'est une matière qui doit s'adapter au monde contemporain. Mais on ne peut pas nier son utilité. Le droit d'auteur, il repose sur un principe essentiel. La loi vient dire que votre imaginaire a de la valeur et que sa mise en forme doit être protégée car elle est unique. Créer, c'est un plaisir, mais c'est aussi un travail qui mérite un salaire. Aussi, je m'adresse aux créateurs, ne laissez jamais personne vous dire que ce que vous faites est inutile.
Comme dirait la romancière américaine Silko, l'art et la littérature, c'est tout ce qui nous reste pour combattre la maladie et la mort. L'introduction est terminée. Passons maintenant à la première partie consacrée aux œuvres protégeables. Alors, que protège le droit d'auteur ? Tout d'abord, le droit d'auteur concerne les œuvres de l'esprit. Donc, sont notamment considérées comme œuvres de l'esprit les œuvres littéraires, romans, poèmes, scénarios, les œuvres musicales, les œuvres graphiques, les photographies, les œuvres audiovisuelles, les œuvres multimédia, les œuvres des arts appliqués, et enfin les créations de mode. Attention toutefois, le droit d'auteur concerne les œuvres de l'esprit, mais il ne protège que les créations originales. Autrement dit, pour qu'une œuvre soit protégée par le droit d'auteur, 2 conditions doivent être remplies. Première condition, l'œuvre doit être une création. Cela signifie que l'œuvre n'est protégée que si elle est matérialisée. Elle doit avoir une forme perceptible par les sens. Une idée n'est pas protégeable par le droit d'auteur. Deuxième condition, l'œuvre doit être originale. Cela signifie que l'œuvre doit être marquée par la personnalité de son auteur. Autrement dit, le créateur doit apporter sa touche personnelle à l'œuvre en faisant des choix libres. Alors, toutes les créations originales sont protégées par le droit d'auteur sans distinction de mérite ou de destination. Sans distinction de mérite, cela signifie qu'aucun jugement de valeur sur les œuvres ne doit intervenir. Et sans distinction de destination, cela signifie que le droit d'auteur protège aussi bien les œuvres d'art pures que les œuvres d'art appliquées. Aucune formalité administrative, aucune taxe n'est nécessaire pour qu'une création originale soit protégée dès l'acte de création. Cependant, on va le voir, il est toutefois recommandé de prendre plusieurs précautions afin de pouvoir se défendre au mieux en cas de contrefaçon. Deuxième partie, le contenu du droit d'auteur. Alors le droit d'auteur, il comprend 2 types de droits, les droits patrimoniaux et les droits moraux. Les droits patrimoniaux, tout d'abord, confèrent à l'auteur un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre. Donc concrètement, c'est ce qui permet à l'auteur de gagner de l'argent grâce à son œuvre. Donc il peut gagner de l'argent en reproduisant, en représentant, en utilisant, etc. son œuvre. Donc l'auteur peut tout à fait céder ses droits patrimoniaux à un tiers, par exemple à un éditeur, contre rémunération ou gratuitement. C'est-à-dire je peux céder le droit de reproduire mon œuvre à un éditeur, moyennant un pourcentage sur les ventes. À la mort de l'auteur, les droits patrimoniaux sont transmis à ses héritiers pour une durée de 70 ans. Passé ce délai, les droits patrimoniaux disparaissent et l'œuvre tombe dans le domaine public. Autrement dit, toute personne peut l'utiliser, voire l'exploiter. Nous avons vu les droits patrimoniaux, voyons maintenant les droits moraux. Alors, je dis les droits moraux, mais pour être précis, il faudrait dire un droit moral divisé en 4 parties, en 4 types de droits. Mais bon, pour simplifier, parlons de droits moraux. Alors, il existe 4 droits moraux. Premier droit moral, le droit de divulgation. L'auteur a le pouvoir discrétionnaire de révéler ou non son œuvre au public. De manière générale, porte atteinte au droit moral de son créateur la divulgation d'une œuvre de l'esprit qu'il a entendu conserver secrète. Il en est ainsi, par exemple, de l'édition des conférences de Lacan sans son autorisation. Deuxième droit moral, le droit au respect de l'œuvre. L'auteur peut s'opposer à toute modification, déformation ou mutilation de son œuvre et à toute utilisation préjudiciable à son honneur ou à sa réputation. Je dis l'auteur, mais ça peut être également ses héritiers. Troisième type de droit moral, le droit au nom. C'est le droit pour l'auteur de faire reconnaître l'œuvre comme étant de lui et par conséquent d'exiger que la mention de son nom figure sur l'œuvre. Alors, il est toutefois
possible pour l'auteur de préférer utiliser un pseudonyme ou de rester anonyme. Dernier type de droit moral, le droit de repentir ou droit de retrait. Il autorise l'artiste à retirer du marché toutes les œuvres qu'il souhaite voir disparaître, sous réserve d'indemniser les personnes lésées par l'exercice de ce droit. Donc, autrement dit, un auteur peut retirer du marché une œuvre qu'il estime indigne de lui, par exemple une œuvre de jeunesse. Dernière chose, j'insiste sur le fait que le droit d'auteur concerne les œuvres de l'esprit et qu'il ne faut pas confondre l'œuvre de l'esprit et le support sur lequel elle est fixée. On peut être propriétaire du support sans pour autant être propriétaire de l'œuvre, qui elle est une création intellectuelle. Prenons des exemples concrets. Si vous achetez un exemplaire du roman La vie devant soi d'Émile Ajar, dans votre librairie préférée, vous êtes propriétaire du livre en tant qu'objet, mais vous ne détenez pas les droits sur l'œuvre littéraire, vous ne pouvez pas l'exploiter. Cependant, en contrepartie du prix payé, vous êtes autorisé à lire l'œuvre fixée sur le livre. Autre exemple, vous achetez les 400 coups de François Truffaut en DVD, vous êtes propriétaire du DVD, mais vous n'êtes pas propriétaire du film qu'il contient. Vous ne pouvez pas exploiter économiquement cette œuvre. Mais en contrepartie du prix payé, vous êtes autorisé à le représenter, c'est-à-dire à le visionner, un nombre de fois illimité, dans un cadre restreint, le cercle de famille. Dernier exemple, un peintre qui vend ou qui donne un tableau à un tiers ne lui cède pas pour autant ses droits patrimoniaux. C'est-à-dire que le tiers sera propriétaire du support. Il pourra l'exposer chez lui si ça lui plaît, ou encore revendre ce support, revendre le tableau à quelqu'un si ça lui plaît également. En revanche, le tiers n'est pas propriétaire des droits patrimoniaux sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire des copies de l'image du tableau et la commercialiser sous forme de carte postale. Il ne pourra pas non plus utiliser l'image qu'il y a sur ce tableau, qui est fixée sur la toile, comme logo de son entreprise, sans l'autorisation de l'auteur. Troisième partie, les exceptions et limites du droit d'auteur. Alors, comme il a été vu, l'auteur jouit d'un monopole d'exploitation sur ses œuvres. Cependant, ce monopole connaît des exceptions et limites. Ces exceptions et limites ne doivent ni porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Elles sont prévues par la loi et font l'objet d'une liste. Alors, je ne vais pas énumérer toutes les exceptions et limites, je vais m'en contenter de deux que je vais un minimum expliquer. Donc, première limite, il s'agit des analyses et des courtes citations. Donc l'auteur ne peut pas empêcher que son œuvre soit analysée ou citée. Alors attention, des conditions doivent être remplies pour pouvoir citer une œuvre. Première condition, la citation doit être courte. Deuxième condition, le nom de l'auteur et de la source doivent être clairement indiqués. Enfin, la citation doit servir à éclairer ou étayer une discussion. Autrement dit, la citation ne doit pas être utilisée dans un but purement commercial. Elle doit être employée dans un but critique, polémique, pédagogique, scientifique ou encore d'information. Deuxième exception au droit d'auteur, c'est l'exception de parodie. Alors là aussi, deux conditions doivent être remplies pour pouvoir parodier une œuvre. Deux conditions. Première condition, la parodie doit avoir un but humoristique, même si les juges prennent en compte la tradition française de causticité. Reste toutefois sanctionné la diffamation, la discrimination ou encore la dénaturation excessive de l'œuvre. Deuxième condition, c'est l'absence de confusion entre l'œuvre originale et l'œuvre qui la parodie. Dernière partie, la contrefaçon. Qu'est-ce qu'une contrefaçon ? Une contrefaçon, c'est une atteinte aux droits patrimoniaux ou aux droits moraux de l'auteur. Alors concrètement,
Il s'agit de toute reproduction, toute représentation, toute diffusion ou toute utilisation intégrale ou partielle d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur. Que risque le contrefacteur? Alors le contrefacteur s'expose tout d'abord à des sanctions pénales. En effet, la contrefaçon est un délit puni d'une amende de 300 000 € et de 3 ans d'emprisonnement. À savoir qu'en cas de récidive, les peines peuvent être alourdies. Mais ce n'est pas tout. La victime de la contrefaçon peut également demander des dommages et intérêts, c'est-à-dire demander à ce que le contrefacteur soit condamné à lui verser une somme afin de réparer le préjudice qu'elle a subi. Une question maintenant, un auteur peut-il s'inspirer d'un autre sans commettre de contrefaçon? Alors pour répondre à cette question, il faut tout d'abord rappeler que le droit d'auteur ne protège pas les idées, mais leur expression, leur mise en forme, à condition bien sûr qu'elle soit originale. Autrement dit, un romancier ne peut pas monopoliser un thème littéraire. Par exemple, dans son roman, un auteur a l'idée de permettre à un protagoniste de remonter dans le temps. Cet auteur ne peut pas interdire à un autre d'utiliser le thème du voyage dans le temps pour son roman. Autre exemple, un plasticien ne peut pas monopoliser une idée artistique. Le plasticien Christo est connu pour empaqueter des monuments. Son emballage du Pont-Neuf de Paris a été reconnu comme une œuvre protégée par le droit d'auteur. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de photographier l'œuvre de Christo et de la commercialiser sous forme de carte postale sans lui demander son autorisation. Cependant, Christo n'a pas le monopole de cette idée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas empêcher d'autres plasticiens d'emballer, d'empaqueter des monuments. Ainsi, s'inspirer de l'idée d'un autre reste autorisé à condition de ne pas reprendre d'éléments originaux. Concrètement, s'agissant d'un roman, le droit d'auteur protège tout d'abord l'expression de l'œuvre, c'est-à-dire les formules que l'auteur utilise. Un tiers ne pourra donc pas reprendre les formules à l'identique ou légèrement modifiées sans l'autorisation de l'auteur, sauf exception de citation. Le droit d'auteur, s'agissant d'un roman, protège également la composition de l'œuvre, c'est-à-dire son plan détaillé. Là aussi, un tiers ne pourra pas reprendre le plan détaillé d'un auteur, c'est-à-dire son fil directeur pour son œuvre, sans l'autorisation de ce dernier. Enfin, le droit d'auteur protège les personnages, à condition que ceux-ci présentent des caractéristiques originales. Un tiers ne pourra pas donc reprendre les personnages d'un auteur sans son autorisation. Dernière question, comment protéger sa création? Alors on a vu qu'aucune formalité, qu'aucune taxe n'était imposée pour qu'une création originale soit protégée dès l'acte de création. Cependant, il est recommandé de prendre plusieurs précautions afin de pouvoir se défendre au mieux en cas de contrefaçon. Prenons un exemple concret. Vous écrivez une nouvelle sur un cahier de brouillon. Cette nouvelle est une création originale, elle est protégée par le droit d'auteur. Mais imaginons que vous perdiez ce cahier de brouillon à la bibliothèque. Et quelques mois après, vous vous rendez compte que votre nouvelle a été publiée, mais sous le nom d'un tiers. Vous pouvez agir en contrefaçon. Mais le juge va vous demander de prouver que c'est bien vous, l'auteur de la nouvelle. Accomplir certaines formalités, accomplir certains dépôts peut donc être utile. Cela permet de se constituer des preuves pour se défendre au mieux en cas de contrefaçon. Premier dépôt que l'on peut effectuer, il s'agit de l'enveloppe solo. L'enveloppe solo, elle permet de dater de façon certaine toute création et d'en identifier l'auteur.
Cette enveloppe, elle se commande auprès de l'INPI, moyennant la somme de 15 €. Alors, il s'agit d'une enveloppe double. L'auteur insère dans chacun des deux volets le document qu'il souhaite protéger. L'un des deux volets est conservé par l'INPI pendant 5 ans, renouvelable moyennant le paiement d'une taxe. Et le volet conservé par l'INPI sera bien sûr transmis à la justice en cas de procès. Alors, le problème, c'est qu'elle ne peut contenir que 7 pages. C'est donc utile pour les œuvres courtes, comme un scénario. En revanche, pour les œuvres plus denses, il est conseillé de faire ce qu'on appelle un dépôt en ligne, le dépôt e-solo. Alors, le service de dépôt en ligne e-solo permet également d'établir la preuve de l'existence de votre création à une date donnée. Alors concrètement, le créateur dépose ses créations sous forme de fichiers numériques, texte, images, son, vidéo, auprès de l'INPI, moyennant le paiement d'une redevance de 15 € pour un fichier de 10 mégaoctets. Et un supplément est exigé pour les fichiers plus volumineux. Là aussi, les services de l'INPI conserveront pendant 5 ans vos documents et une prorogation de ce délai pour 5 années supplémentaires pourra être demandée. Alors, il est possible également de faire d'autres types de dépôts. Tout d'abord auprès d'une société de gestion collective ou une société d'auteurs, comme la Société des gens de lettres, qui peuvent conserver vos documents pendant une certaine durée. Enfin, un auteur peut déposer son œuvre chez un notaire. Alors juridiquement, il s'agit d'une preuve irréfutable, cependant cette méthode peut s'avérer onéreuse.